Ce fut la plus longue et la plus importante bataille de la Deuxième Guerre mondiale. La lutte pour l'Atlantique opposa la flotte mortelle de sous-marins allemands et toutes les armes assemblées par les Alliés pour protéger les voies d'accès vitales à la Grande-Bretagne. L'histoire des services secrets navals, des pénétrations et des vols de code de la bataille de l'Atlantique fait l'objet de cet épisode de Secrets de guerre. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. 2 jours plus tard, l'Angleterre lui déclara la guerre. La légendaire bataille de l'Atlantique débuta presque immédiatement. Ce fut un conflit pour lequel aucune des 2 parties n'était préparée. La flotte allemande ne comportait que 27 sous-marins atlantiques et les Alliés avaient à peine assez de navires anti-sous-marins pour contrer cette menace, aussi faible fut-elle. Les 2 adversaires rassemblèrent leurs forces pour l'assaut. Après la chute de la France, lors de la Blitzkrieg d'Hitler en 1940, la balance des puissances maritimes et terrestres penchait fortement à l'avantage de l'Allemagne. Pour poursuivre son effort de guerre, la Grande-Bretagne dépendait des États-Unis pour son approvisionnement en hommes, en équipements et en nourriture. Les bombardements aériens allemands avaient entravé la production d'armes des Anglais qui ne pouvaient rester isolés. Les marchandises devaient traverser l'Atlantique et ce, uniquement par bateau. Les convois, limités lors de la déclaration de la guerre, furent rapidement augmentés et les navires d'escorte étaient en très mauvais état. Le grand amiral Karl Dönitz de la marine de guerre allemande avait une mission, détruire les convois d'acheminement et étrangler l'ennemi britannique. Tous les sous-marins allemands disponibles reçurent l'ordre d'attaquer les convois partis pour l'Angleterre. La bataille de l'Atlantique fut toutefois avant tout une guerre des services secrets. Dans l'océan, les communications codées permettaient de repérer l'ennemi et évitaient de l'être. La bataille de l'Atlantique fut la plus importante de toute la Deuxième Guerre mondiale, la plus fondamentale. L'Allemagne avait besoin de la gagner car c'était pour elle le seul moyen de détruire la Grande-Bretagne. Après la défaite de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale, les nations alliées avaient voulu s'assurer qu'un tel carnage ne se reproduirait plus jamais. Ce devait être la dernière. Pour assurer la paix, elles soumirent l'Allemagne au strict traité de Versailles. Cet accord limitait sévèrement la production d'armes. Les Allemands tentèrent de circonvenir ces restrictions en créant des sociétés fictives en Hollande et en signant des traités avec l'Union soviétique. Le traité de Versailles interdisait aux Allemands de construire des avions et des sous-marins, ce dont ils avaient une grande expérience qui remontait à la Première Guerre mondiale. Ils construisirent des sous-marins pour la Finlande, la Suède, les Pays-Bas, la Turquie et aussi pour l'Union soviétique.
Ces accords permirent aux Allemands de développer leur technologie dans le domaine des sous-marins et des cuirassés, ainsi que d'adopter des stratégies instrumentales dans la Blitzkrieg et la guerre radio. Quand Hitler arriva au pouvoir en 1933, il fut très clair. Il réarmerait l'Allemagne. C'était en totale violation du traité de Versailles. Les Alliés ne réagirent pas, n'en dirent jamais rien, et l'Allemagne continua de se réarmer. Les nations alliées étaient épuisées et en plein désarroi. Elles avaient perdu une génération entière en une seule guerre. Il était hors de question qu'un tel désastre se reproduise. Après la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne réduisit les crédits de sa marine. Elle choisit de construire moins de navires plus gros. Ce fut la plus petite flotte à participer à la Deuxième Guerre mondiale. La triste réalité était que lors de la déclaration de guerre, la Grande-Bretagne n'avait pas plus de 200 destroyers disponibles. Un destroyer joue de nombreux rôles dans la marine, à côté de l'escorte du convoi. Il fallut faire un compromis. Aussi, la Grande-Bretagne adopta-t-elle la solution de bateaux plus petits et moins chers à construire. Winston Churchill qualifia les corvettes, les plus nombreuses pendant la première partie de la guerre, de désagréables et de mauvaise qualité. Après la chute de la France, meilleur allié de la marine britannique, la flotte française passa dans les mains de l'ennemi. Pour aider l'Angleterre, les États-Unis lui fournirent 50 destroyers. En échange, la Grande-Bretagne leur procura des sites pour y installer leurs bases militaires dans les Bermudes, à Terre-Neuve et dans les Indes occidentales anglaises. Les destroyers américains rejoignirent les rangs des convois qui traversaient l'Atlantique depuis divers ports américains vers Liverpool et Glasgow. Le système de convoi était essentiel pour transporter à travers l'Atlantique Nord les hommes et les fournitures nécessaires. Le principe était de faire naviguer les bateaux marchands en grands groupes de 40 ou plus et de leur fournir une escorte de navires de guerre et d'avions. 40 ou 50 navires voguant ensemble ne sont pas visibles de beaucoup plus loin qu'un navire isolé. Les Allemands risquaient d'attaquer. Aussi, au lieu d'envoyer 40, 50 ou 60 bateaux séparément, sur lesquels les Allemands auraient pu tirer comme sur un canard dans une mare, on leur faisait faire route ensemble. Regarder ces convois en mer était un des plus beaux spectacles de la Seconde Guerre mondiale. À la sortie des ports, les navires formaient une ligne qui s'étirait sur plus de 30 km. Ils s'organisaient ensuite sous forme de 6 colonnes, distantes de 1,2 km. 6 navires d'escorte leur étaient généralement attribués, 2 en tête, 2 sur les flancs et 2 zigzagant à l'arrière. Depuis le rivage, on voyait des navires à perte de vue. Un convoi pouvait atteindre plus de 150 km. Quand les convois quittaient Nova Scotia, les avions de l'Air Force canadienne volaient en cercle au-dessus d'eux jusqu'à une distance de 600 km de la côte. Quand ils approchaient de l'Angleterre, les avions britanniques et les bombardiers venaient à leur rencontre et patrouillaient au-dessus d'eux. Grâce à l'aviation, le convoi était sain et sauf. Sous l'eau, les sous-marins étaient très lents. Et quand ils évoluaient en surface et voyaient un avion, ils devaient replonger immédiatement pour ne pas être vus. Le convoi pouvait alors continuer sa route en toute sécurité. Au début de la guerre, le manque d'escorte était vraiment pitoyable. Les convois voyageaient avec une demi-douzaine d'escorteurs, à peine assez pour les protéger. Alors nous sortions sans équipement. Pour ma première sortie, qui était très courte et n'allait pas loin de la côte, nous avions des fusils en bois, qui pouvaient paraître vrais vu d'un périscope, mais c'était juste pour dire que nous étions présents. Les escorteurs étaient pour les convois des protections très efficaces et bien armées. Ils ne voguaient jamais en ligne droite. Ils allaient d'avant en arrière, chacun dans son secteur, recherchant l'ennemi par sonar et radar. Mais un radar avait d'énormes difficultés à repérer le profil bas d'un sous-marin en surface. Et la portée maximale d'un sonar était d'environ 2000 mètres.
Ils étaient donc loin d'être des solutions parfaites. À cause de la chute de la France et de l'activité sous-marine croissante dans l'Atlantique Nord, la Grande-Bretagne essaya de perfectionner un système de stations haute fréquence basées à terre qui avait reçu le nom de code de Huff-Duff. Ces stations se développèrent bientôt en Islande, au Canada, aux Bermudes et aux Caraïbes. Les Alliés découvrirent entre-temps qu'un navire de guerre allemand qui émettait pouvait être détecté dans 3 ou 4 directions différentes, révélant ainsi de manière relativement précise sa position. L'escorte aérienne n'était pas idéale. En effet, ces bombardiers et ces avions ne pouvaient voler qu'à 600 km environ en mer et devaient revenir. Ce rayon d'action limité créait au milieu de l'océan une zone connue sous le nom de trou noir. C'est là que se déroula la majorité des combats entre convois et sous-marins, au-delà de la surveillance de l'aviation alliée. Un élément clé de la stratégie sous-marine de Dönitz étaient des groupes de sous-marins mortels baptisés « meutes de loups » par les Alliés. De nuit, Dönitz déployait autant de sous-marins que possible en surface, favorisant un mouvement rapide et presque invisible. Si l'un d'entre eux identifiait un convoi, il restait en arrière, signalait sa position au quartier général de Dönitz. Dönitz commença à agir ainsi à l'automne 1940, plaçant ses sous-marins patrouilleurs en ligne pour qu'ils restent visibles les uns des autres, à une distance d'environ 50 km. Toute communication type envoyée au quartier général était codée. Elle aurait pu se présenter ainsi. Nous avons repéré un convoi au point C12, section 4. Dönitz avait en effet élaboré une grille qui informait les sous-marins de la position d'un convoi. La vitesse et le rayon d'action des communications étaient vitaux dans l'Atlantique. La technologie avait été améliorée entre les deux guerres, alors que l'Allemagne se dotait d'une infrastructure axée sur la radio. C'est de là qu'émanaient tous les ordres militaires. Les émissions radio évoluant dans les airs, elles étaient donc susceptibles d'être interceptées. Les codes secrets devaient défier le déchiffrage. Dönitz utilisait la radio plus que n'importe quel autre chef naval pour conduire personnellement la bataille sous-marine et pour concentrer en un seul endroit tous les renseignements disponibles. C'était un principe de guerre très sûr, destiné à s'assurer que chaque sous-marin avait une vue d'ensemble de la situation et savait exactement quoi faire en fonction de ce qu'il savait. La totale dépendance de l'Allemagne aux communications radio s'avéra un facteur décisif dans la bataille de l'Atlantique. Dönitz comprit que le seul moyen pour que les sous-marins travaillent efficacement était l'action concertée. Il supervisait personnellement toutes les communications radio depuis son quartier général situé dans le minuscule village de Bernau. Les rapports des sous-marins devaient contenir des informations sur leur position, celles des convois, leur vitesse et leur direction. Ces informations n'étaient jamais envoyées à Dönitz sans être cryptées. Il ne contactait non plus jamais les sous-marins sans précaution préalable. Les Alliés auraient sinon intercepté ces communications et auraient réagi par des contre-mesures fatales. Les communications secrètes requéraient une procédure de codage sophistiquée et les Allemands étaient sur le point de perfectionner une technologie de chiffrage à cet effet. À la fin de l'été 1940, la bataille de l'Atlantique n'était pas terminée et les Alliés étaient en difficulté. La Grande-Bretagne n'était pas préparée pour la guerre des codes. Les Britanniques connaissaient certes l'importance de lire les codes allemands, mais ils n'imaginaient pas que les leurs étaient lus. Le déchiffrage des codes est une forme de renseignement terriblement utile car elle permet de comprendre le moindre mot de l'ennemi.
C'est comme aller mettre votre nez dans l'équipe de football adverse. Les transmissions alliées étaient régulièrement décodées par les Allemands, qui découvraient souvent les positions des convois en même temps que les quartiers généraux eux-mêmes. Le principal problème des Britanniques était qu'ils se reposaient encore sur un système de sécurité de communication datant de la Première Guerre mondiale, qui figurait dans les livres de code qu'ils distribuaient largement à la flotte, à leur marine marchande et à leurs alliés. Les Allemands pouvaient les lire, les reconstituer et avaient ainsi un bon aperçu des positions des convois, de leurs itinéraires, de leur composition et savaient où étaient les cibles. L'unité de pénétration des codes, le B-Dienst Service B, avait décrypté les codes navals de la Grande-Bretagne dès le début de la guerre. Pour dissimuler et coder leurs messages, les forces armées allemandes avaient acheté un système électrique appelé Enigma. Développé en Hollande au début des années 20, Enigma pouvait coder si complètement les messages que les Allemands la croyaient infaillible. Les codes étaient entrés dans Enigma grâce à des touches du type machine à écrire. Chaque pression sur l'une d'elles produisait une lettre codée différente. La lettre B, par exemple, apparaissait comme un H la première fois, un X la suivante, et ainsi de suite. Le cœur de la machine était une roue crantée. Elle pouvait tourner 26 fois, ce qui explique pourquoi une lettre différente apparaissait chaque fois qu'un B était frappé. Enigma avait 3 roues tournant simultanément, autorisant ainsi 26 fois puissance 3, soit plus de 17 000 combinaisons différentes pour chaque lettre. Pour déchiffrer le message, il était essentiel de connaître la position de départ de chacune. Malgré la difficulté, les Polonais qui travaillaient avec les Français étaient parvenus à pénétrer Enigma. Dönitz avait cependant l'intention de rendre l'énigma de la marine de guerre encore plus difficile à déchiffrer. Il se souvenait de l'incident au cours duquel, pendant la Première Guerre mondiale, le Magdebourg, un croiseur léger allemand, avait été arraisonné en mer Baltique. Le navire avait été pris près du territoire des Russes qui y avaient trouvé le livre de code secret de la marine allemande. Les Russes avaient remis le livre de code au chef de l'amirauté de l'époque, Winston Churchill. Les Britanniques l'avaient déchiffré et avaient lu les messages navals allemands pendant toute la durée de la guerre, ce qui contribua à la victoire des Alliés. Churchill s'en fit l'écho dans son livre « La crise mondiale après la Grande Guerre ». Quand les Allemands lurent cela dans les mémoires de Churchill, ils comprirent que s'il devait y avoir une autre guerre, il devrait avoir un système secret de communication pour empêcher qui que ce soit d'utiliser tout document récupéré. En lisant l'histoire de Churchill, Dönitz jura que la composition de l'énigma ne serait jamais compromise. L'utilisation d'Enigma était essentielle à la stratégie des sous-marins pour garder les messages secrets. Aussi était-elle au cœur de toute stratégie navale allemande dans quelque guerre que ce fût. Bletchley Park était le centre britannique de déchiffrage de code. C'est là que des gens tels que Alan Turing, inventeur du premier ordinateur au monde, jouèrent un rôle hautement technique. Les analystes étaient parvenus à pénétrer les codes de la Luftwaffe et de la Wehrmacht. Mais en raison d'une plus grande sécurité, l'énigma de la Kriegsmarine restait toujours pour eux un mystère. L'énigma de la marine était plus complexe que celle des forces aériennes. Sa méthode de transmission était formidable. Elle avait des caractéristiques spéciales que nos chercheurs, conduits par Turing, ne pouvaient pas pénétrer.
Nous avions beau posséder cette machine sophistiquée qui décodait les informations des forces aériennes, nous ne pouvions rien contre celle de la marine. C'est une des raisons pour lesquelles Dönitz connut tant de succès dès le début de la guerre, en 1940 et 1941, époque décrite comme le bon temps des commandants de sous-marins. Pouvoir déchiffrer un nombre significatif d'émissions des convois leur permettait de mettre leurs sous-marins en position et leur donnait aussi un grand avantage dans la guerre des services secrets. Dönitz et ses sous-marins régnaient en maîtres incontestés. Pendant les 18 premiers mois de la guerre, la minuscule flotte sous-marine causa des ravages énormes au sein des convois traversant l'Atlantique Nord. Les Alliés perdirent environ 160 000 tonnes en septembre 1939 et environ 350 000 un an plus tard. Les Britanniques avaient besoin d'un minimum de 17 millions de tonnes d'équipements et de fournitures par an, soit 1,5 million de tonnes par mois pour survivre. Ces pertes mirent en péril la survie de l'Angleterre. Les Allemands pouvaient facilement repérer les convois, alors que les Alliés tâtonnaient quand il s'agissait de sous-marins. Depuis l'Allemagne et plus tard de France, Dönitz ordonna à tous les sous-marins de se concentrer en un endroit précis et les y envoya de manière à ce qu'il y en ait tellement que les escortes des convois ne pourraient pas les attaquer tous. Le quartier général de Dönitz alertait chaque sous-marin à proximité d'un convoi et lui donnait l'ordre de s'approcher silencieusement. Il attendait alors le coucher du soleil. Dès que l'obscurité tombait, il donnait l'ordre d'attaquer. 10 sous-marins convergeaient vers le convoi. Il se positionnait entre les rangs des navires marchands, faisant feu de toutes parts, créant un véritable chaos, un cauchemar. Les navires sombraient sur place dans des explosions dramatiques. Ces batailles continuaient alors que les navires avançaient. Les convois les plus lents allaient à une vitesse de 6 ou 8 nœuds. Pendant les collisions, les hommes appelaient au secours dans le mazout. Ils mouraient en quelques minutes. Les convois étaient des proies faciles pour les meutes de loups. Après avoir occupé la France, l'Allemagne ne perdit pas de temps à neutraliser sa flotte et elle envoyait des sous-marins dans des bases sur la côte atlantique, dans la baie de Biscaye. Ils étaient très près et les sous-marins allemands n'avaient qu'un jour et demi pour attaquer des convois mal défendus. Ils utilisaient toutes leurs torpilles et revenaient à la base pour réarmer et sortir à nouveau. Ceci permit à Dönitz de maintenir plus longtemps en mer plus de sous-marins, donnant encore plus de puissance à la Kriegsmarine. La politique de Churchill après la chute de la France fut d'amener les États-Unis à la guerre par tous les moyens. Un de ses arguments fut d'encourager la collaboration navale. Dès la chute de la France, les marines américaines et britanniques avaient déjà des discussions secrètes. En février 1940, l'équipage du destroyer britannique Somali réussit pendant un raid commando sur un chalutier allemand, le Krebs,
à s'emparer des informations de l'énigma de la Kriegsmarine pour ce mois-là. À Bletchley Park, les renseignements furent transmis à Alan Turing, qui trouva un nombre incroyable de solutions. Mais il en voulait encore plus. Harry Hinsley commença à imaginer une méthode pour les récupérer. Les Allemands avaient 2 petits chalutiers servant de station météo, stationnés dans l'Arctique, un au large du Groenland, l'autre au nord de l'Islande. Croyez-le ou non, ils avaient l'énigma à bord. Hinsley savait que si les chalutiers étaient en mer pour plus de 7 semaines, ils devaient avoir des feuilles codées à bord. Ces l'encours se trouvaient sur le bureau de l'opérateur, près duquel était placé un seau d'eau. Si le chalutier était abordé, l'opérateur jetterait simplement la feuille dans le seau et les codes essentiels seraient détruits. Mais les informations pour le mois suivant étaient conservées dans le coffre. Les Britanniques décidèrent d'attaquer le chalutier, de se saisir des papiers et de partir. Ils appelèrent cette opération Cut. Le 7 mai 1941, le chalutier météo visé, le Munich, était entre l'Islande et la Norvège. J'étais le centre de la toile d'araignée. J'avais un homme de l'amirauté dans ma section et dans ma chambrée, et nous avons énuméré ce que nous pensions trouver à bord. J'étais celui qui leur disait ce qu'il fallait chercher et où aller pour cela. Nous avons fait un beau travail ce jour-là. Le raid fut un franc succès. L'opération fut répétée plus tard contre un autre navire météo, le Lauenberg. Pauvre petit bateau, juste un petit chalutier. Puis soudain, arriva à l'horizon un croiseur britannique escorté de 2 super destroyers qui lui foncèrent dessus à vive allure. Il naviguait à 40 km/h pour pouvoir l'aborder avant que l'équipage ne détruise les livres de code. 2 jours après l'expédition contre le Munich, une bataille de convoi se déroula de l'autre côté de l'Islande. Un U-110 fut obligé de faire surface pendant le combat. Joe Baker Creswell était le commandant du navire allié le plus proche. Il se mit immédiatement à pilonner le sous-marin, l'envoyant par le fond. En faisant route vers l'infortuné U-110, Baker Creswell eut une idée. L'histoire du livre de code récupéré sur le Magdebourg lui revint à l'esprit. Il demanda alors un arrêt immédiat et envoya rapidement une équipe à bord. Les survivants du sous-marin furent rapidement sauvés. Le sous-lieutenant David Balme descendit au centre opérationnel. Une fois à l'intérieur du U-110, il se rendit compte que tout était silencieux. Il n'entendait que quelques sortes de sifflements et le bruit des moteurs. Il réussit non seulement à récupérer une énigma, mais aussi quelques documents clés. Les papiers trouvés dans le U-110 furent rapidement envoyés à Bletchley Park. C'étaient les ultimes pièces du puzzle de l'énigma navale. Grâce aux papiers récupérés sur le Munich, le Lauenberg et le U-110, Bletchley Park put enfin pénétrer l'énigma de la Kriegsmarine. C'était le moment que les Alliés attendaient. Ils furent alors capables de localiser les groupes de U-110 et, plus important encore, de savoir où ils allaient et les éviter. Les convois purent alors recommencer à faire route, invisibles de la flotte allemande. Les Alliés étaient de retour dans la bataille de l'Atlantique. Grâce à ces informations, les Britanniques purent diriger leur convoi loin des concentrations de sous-marins allemands. Nous nous dirigions vers un convoi, mais quand nous arrivâmes, il n'était plus là. En d'autres termes, il semble que quelqu'un s'attendait à nous voir apparaître. Nous fûmes attaqués en plein milieu de la nuit
par des avions qui d'évidence ne pouvaient nous voir, mais qui savaient que nous étions là, quelque part. Nous sentions que l'ennemi avait un moyen de nous localiser. Les pertes alliées en cargaison chutèrent de 325 000 tonnes en mai 1941 à 90 000 tonnes en juillet. Malgré cela, la confiance de la Kriegsmarine en Enigma ne fut pas ébranlée. Elle ne pouvait pas imaginer que le code avait été pénétré. Dönitz convoqua des commissions pour vérifier tous les moyens possibles qu'avaient les Britanniques de découvrir la position de ces sous-marins. Les espions français ou les espions britanniques basés dans des ports français furent soupçonnés de communiquer leur emplacement. Nous étions alors entièrement convaincus que rien ni personne ne pourrait pénétrer le code, même s'il entrait en possession de quelqu'un qui essaierait de le déchiffrer. C'est seulement après la guerre, bien sûr, que nous avons découvert ce qui n'allait pas dans ce genre d'attitude. L'ironie veut qu'à la fin de la guerre, chaque code Enigma était lu aussi vite par les Alliés que par les Allemands eux-mêmes les lisaient. Les Alliés sauvèrent ainsi des centaines de milliers de tonnes de navires marchands transportant des hommes et du matériel vers la Grande-Bretagne. La dépendance de Dönitz aux transmissions radio, qu'il avait mené vers tant de victoires dans les premiers mois de la guerre, causa sa perte. Puis, en décembre 1941, la bataille en mer prit une nouvelle tournure. Le 7 décembre 1941, les Japonais attaquèrent Pearl Harbor et les États-Unis déclarèrent la guerre au Japon. Mais depuis l'attaque, injustifiée et lâche du Japon, le dimanche 7 décembre 1941, l'état de guerre est déclaré. Hitler répliqua en déclarant la guerre à l'Amérique. Les souhaits de Churchill d'introduire les richesses, les ressources et l'expérience technologique des Américains dans la guerre furent exaucés. L'entrée en guerre des États-Unis en décembre 1941 marque un tournant. Et comme l'industrie américaine produisait des navires en grande quantité, en utilisant des techniques de production de masse, on comprit pour la première fois que les jours de l'Allemagne, sur le plan matériel, étaient comptés. N'ayant trouvé aucun convoi pendant toute la moitié de l'année 1941 et après l'entrée en guerre de l'Amérique, Dönitz se dit que la meilleure chose à faire était d'envoyer tous ses sous-marins vers les côtes américaines. Pendant 2 ans, les navires américains avaient voyagé le long de la côte atlantique sans escorte. Mais après l'entrée en guerre des États-Unis, les navires marchands de la côte Est devinrent une proie idéale pour les sous-marins. Dönitz les fit tous descendre du Saint-Laurent vers les Caraïbes, où il n'y avait aucun système de convoi et où toutes les lumières brillaient encore. Ils attendaient au large du port de New York, ou encore parmi les îles, et tiraient sur les navires quand ils arrivaient en pleine lumière. Les sous-marins de Dönitz coulèrent 137 navires, engendrant une perte d'environ 820 000 tonnes de marchandises qui provoqua un handicap sérieux pour les Alliés.
Dönitz augmenta encore la difficulté du déchiffrage en ajoutant une roue supplémentaire. Ainsi, au lieu de 3 roues, il y en avait 4 dans Enigma, ce qui compliqua la situation sur le plan technique. La 4e roue entraîna un nombre important de nouvelles possibilités et rendit les transmissions de la Kriegsmarine quasiment indéchiffrables. Mais l'élément positif pour les Alliés était que leur convoi qui procédait au transport délicat à travers l'Atlantique Nord ne tombait plus sous les attaques. Les services secrets allemands n'étaient donc plus aussi critiques qu'ils l'avaient été pendant la première moitié de 1942. L'entrée en guerre des États-Unis fut opportune pour Bletchley Park. Pour trouver la solution de la 4e roue, Alan Turing avait besoin de nombreuses machines à décrypter appelées bombes, trop chères pour les Britanniques. Bletchley Park accueillit les Américains dans le processus en partageant plus de renseignements secrets. En échange, le gouvernement des États-Unis commença à fabriquer en nombre des machines permettant de s'attaquer au problème de la 4e roue. Sans Enigma, les Alliés avaient besoin d'une stratégie anti-sous-marin plus performante. L'Air Force fut engagée dans la défense. L'un des aspects les plus importants de ce développement fut la construction de bases aériennes en Amérique du Nord et dans les îles de l'Atlantique Nord comme l'Islande et le Groenland. Les Alliés utilisèrent ces bases pour pratiquer des bombardements et protéger les convois. Dönitz était de retour dans les eaux de l'Atlantique Nord. Les convois étaient attaqués et les Alliés subissaient de lourdes pertes. Bletchley Park eut alors de la chance. Nous revînmes à l'énigma du sous-marin en décembre 1942. Nous avions découvert que lorsque les Allemands transmettaient des messages courts, soit pour la météo, soit pour rendre compte, ils utilisaient uniquement 3 roues de la nouvelle machine, car il n'y avait que 3 lettres codées, et nous pouvions pénétrer ces 3 roues. Puis nous capturâmes un sous-marin en Méditerranée, près de la mer Rouge et près du canal de Suez. Le U-559 fut piégé en Méditerranée du Sud-Est par le Pétard, un destroyer de la marine britannique. Son commandant, Mark Thornton, était un officier énergique qui avait l'angoisse de manquer une mission au cours d'une patrouille navale. Cette fois, il réussit. Le U-559, en manque d'oxygène, fit surface. L'équipage l'abandonna immédiatement et Thornton envoya une petite équipe à bord. Les documents essentiels furent récupérés par Anthony Fasson, un officier populaire à bord du Pétard, et Colin Glazier, un jeune marin. Un 3e homme rapporta les documents à bord. Puis Fasson et Glazier retournèrent à la recherche d'autres papiers secrets. Mais un tir du Pétard avait percé la coque du U-559. L'eau s'y engouffra et il commença à sombrer. À l'extérieur, les hommes criaient aux 2 autres qu'il ferait mieux de revenir. Ils commencèrent à remonter l'échelle, mais le sous-marin commença brusquement à couler. Une trop grande quantité d'eau entrait dans le centre opérationnel et les hommes disparurent avec le U-559. Ce fut grâce à leur sacrifice que les briseurs de code britanniques purent déchiffrer les messages de l'Enigma et sauver ainsi des milliers de vies. Fasson et Glazier se virent attribuer à titre posthume la Croix de Saint-Georges. Les marins alliés eurent souvent à affronter l'Atlantique Nord déchaîné, aussi dangereux que les sous-marins allemands qui glissaient au-dessous de sa surface.
Les tempêtes d'hiver étaient tout simplement interminables. Elles se produisaient les unes après les autres. L'eau passait par-dessus les ponts. Et si vous n'étiez pas habillé correctement, c'était épouvantable. La vie était très dure, en particulier dans les postes d'équipage qui étaient exigus en fonction du nombre d'hommes qui évoluaient. L'endroit sentait le vomi et la transpiration et manquait d'air. On ne pouvait pas ouvrir, bien entendu, et l'air entrant par les hublots était insuffisant. Les conditions de vie étaient extrêmement difficiles. Quand nous comparions notre vie avec celle des autres, avec celle de ceux qui étaient dans les tranchées, nous pouvions dire qu'elle était meilleure. Nous avions 3 repas par jour, nous étions au sec, nous avions des couchettes confortables. Nous mangions sur des tables recouvertes de nappes. Nous ne souffrions pas vraiment autant que les autres, en particulier nos adversaires qui étaient à la surface sur les corvettes et les frégates alliées. Nous étions souvent désolés pour eux qui devaient lutter contre l'Atlantique. Ces sentiments de sympathie pour les Alliés ne durèrent pas longtemps car les Allemands continuaient à décrypter leurs codes et à harceler les convois de soutien à la Grande-Bretagne. À l'automne 1942, les navires américains voyageaient en convoi. Les Alliés avaient développé un système de convoi complexe qui reliait l'Amérique du Sud à la côte Est et aux ports canadiens de Halifax et Sydney. Plus la guerre avançait, plus la bataille de l'Atlantique devenait une priorité. Les Alliés déployèrent de plus en plus de navires et de ressources. Ils firent appel au talent des groupes de soutien de la Marine royale. Destinés à contrer les meutes de loups de Dönitz, ces groupes étaient une flotte d'élite composée de navires bien équipés et brillamment commandés qui écumaient le milieu de l'Atlantique. C'étaient des groupes de navires anti-sous-marins puissants, composés de 4 ou 5 bons destroyers et d'un porte-avions. Ils opéraient au milieu de l'océan et quand un convoi était en difficulté, le groupe de soutien fonçait pour lui venir en aide. Normalement, le groupe d'escorte d'un convoi essayait de repousser les sous-marins ou du moins de les obliger à rester immergés. Les groupes de soutien, eux, n'avaient pas de convois à protéger. Ils chassaient et détruisaient les sous-marins. Quand l'un d'entre eux essayait d'approcher un convoi, le groupe de soutien l'attaquait utilisant une grande variété d'équipements sophistiqués comme mortiers, sonars dernier modèle, radars et systèmes de détection à haute fréquence. Ces groupes de soutien jouèrent un rôle crucial qui permit à la bataille de l'Atlantique, en mai 1943, de pencher en faveur des Alliés. Généralement, on pouvait attaquer les sous-marins à une distance de 3 km environ. Les ondes, en frappant la cible quelle qu'elle soit, faisaient ping et revenaient permettant d'estimer la distance à laquelle elle se trouvait. Bien sûr, elle était sous la surface, mais en approchant de plus en plus près, vous pouviez savoir quand donner aux hommes l'ordre de tirer. Nous étions alors exposés à ces séries d'explosions en profondeur et espérions après chaque déflagration être encore vivants. C'était une expérience terrifiante de rester assis sans rien pouvoir faire sauf attendre. L'effet de ces charges en profondeur était épouvantable. De près, c'était à peu près celui d'un marteau de forgeron sur un objet fixe. L'impact causait toutes sortes de dégâts à l'intérieur du sous-marin.
Bien sûr, vous deviez aller à la vitesse maximum. Vous deviez toujours aller le plus vite possible, car vous deviez toujours devancer votre charge, sinon vous étiez endommagé. Ça pouvait durer 6 heures, 12 heures, avec des centaines de charges. J'affirme que quiconque dit qu'il n'avait pas peur dans ces circonstances est un menteur. Dönitz fut obligé d'abandonner l'attaque des convois, car au cours d'une bataille importante, il n'avait coulé que 11 navires marchands. Le taux de réussite pouvait paraître bon, mais il avait perdu 6 sous-marins. Si chaque fois que vous détruisiez 1 ou 2 navires marchands, vous en perdiez un, le risque était grand de perdre totalement vos forces sous-marines. À partir de ce moment-là, Dönitz perdait effectivement un sous-marin par navire marchand détruit. Les États-Unis construisaient en masse et les Allemands ne pouvaient pas couler autant de navires que les Alliés en fabriquaient, soit 2 à 3 par jour. C'est finalement la capacité des Américains à construire des bateaux qui leur permit effectivement de gagner la bataille de l'Atlantique. Les Alliés continuèrent à utiliser à leur avantage leur puissance technologique et industrielle, autant que leur aptitude au renseignement. L'aviation à long rayon d'action de la RAF et des Alliés nord-américains réussit aussi à combler le fameux trou noir de l'Atlantique Nord. La qualité essentielle de l'aviation était de surprendre le sous-marin pendant qu'il était en surface. L'avion plongeait en piqué sur lui et essayait de l'atteindre avec ses bombes. En 1942, des avions plus sophistiqués purent patrouiller à des altitudes pouvant atteindre 1500 mètres. Au moment où ils repéraient un sous-marin, il descendait de 1500 à 30 mètres, juste au-dessus de lui, et lâchait un chapelet de 4 ou 6 charges de profondeur, espérant qu'au moins 2 tomberaient assez près de la coque pour la faire exploser. Nous les attirions vers les convois, allions à leur rencontre. Nous connaissions leur point de ravitaillement, là où un navire-mer arrivait du lointain de l'océan. Ils passaient vraiment de mauvais moments. Le 21 septembre 1943, Winston Churchill fut à même de communiquer une bonne nouvelle. Il annonça qu'aucun navire marchand n'avait été perdu dans l'Atlantique Nord au cours des 3 mois précédents. La Grande-Bretagne se réjouit. Mais la guerre continuait à faire rage sur terre comme sur mer. Jusqu'à la fin, les sous-marins rôdèrent le long de la côte américaine et à travers l'Atlantique. Mais avec l'aide d'Ultra, nom de code des informations secrètes que Bletchley fournissait, les Alliés finirent par gagner la bataille de l'Atlantique. Quelques jours avant que nous nous rendions, j'ai moi-même entendu à la radio la voix de l'Amérique dire que les Russes se battaient maintenant à Berlin, à 2 pâtés de maisons d'où ma mère habitait. La révélation de ce qui se passait là-bas était très désagréable. Personne parmi nous ne s'inquiétait de ce qui se passait en Allemagne. De notre côté, le fait d'être survivant alors qu'il y en avait si peu fut quelque part un immense soulagement. Le perfectionnement d'Ultra pendant la bataille de l'Atlantique permit aux Alliés de contrôler juste à temps la menace des sous-marins et de préparer le débarquement de Normandie en 1944. C'était une arme secrète remarquable, d'un genre que nulle puissance n'avait eu auparavant et que probablement nul n'a eu depuis cette époque. Le but des services secrets est d'optimiser les moyens des chefs et Ultra le leur a permis.
Nous avons ainsi pu raccourcir la guerre et en le faisant, nous avons sauvé des vies. Ce fut l'impact ultime d'Ultra pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le duel de l'Atlantique Nord fut la plus longue bataille de la Deuxième Guerre mondiale. Plus de 700 sous-marins et 25 000 sous-mariniers allemands furent perdus, tandis que les Alliés sacrifiaient 2600 navires et 80 000 soldats et marins pour cette victoire cruciale. Pourtant, la bataille de l'Atlantique fut une guerre à base de secrets. L'avantage majeur de Dönitz se révéla être son talon d'Achille. En envoyant ses messages secrets essentiels par les airs et en misant sur l'infaillibilité d'Enigma, il provoqua involontairement la victoire des Alliés. La clé d'Enigma fut la clé de la victoire.